C'était censé être l'une des dernières livraisons de la nuit pour moi. Je travaillais dans une pizzeria appelée Leonardo S. L'un de mes patrons, Frank, était de garde avec moi. Il choisissait qui faisait quelle livraison. Nous avons reçu une commande de quelques pizzas ordinaires. Il m'a donné un morceau de papier avec l'adresse dessus et le numéro de téléphone de la personne. C'était en 2009. Je n'avais pas de téléphone portable avec GPS, juste un téléphone à clapet basique. Je n'avais pas non plus de GPS Garmin. Je devais toujours utiliser un vieux livre de cartes pour m'orienter lorsque je faisais des livraisons. Le nom de la rue où se trouvait la maison pour laquelle j'effectuais ma dernière livraison était quelque chose comme Willow S. Road. Je ne me souviens pas du numéro de la maison, ni du nom donné pour la commande, mais je me souviens avoir eu beaucoup de mal à trouver l'endroit. C'était dans une ville vraiment rurale avec rien d'autre que des bois, des terres agricoles et encore des bois. L'absence d'éclairage public n'a pas aidé non plus. J'ai dû m'arrêter plusieurs fois et allumer les lumières intérieures pendant que je vérifiais à nouveau la carte. C'était une situation très stressante chaque fois que je ne trouvais pas de maison. J'étais sur une route très calme, sombre et déroutante lorsque j'ai décidé d'appeler le numéro sur le papier que mon patron m'avait donné. Le téléphone a sonné plusieurs fois. Il semblait qu'il n'y avait pas de répondeur. Il a dû sonner une dizaine de fois avant que quelqu'un ne décroche, et j'ai attendu que quelqu'un me dise bonjour. Mais personne ne l'a fait. Je l'ai dit. Et puis une voix à l'autre bout du fil m'a répondu. C'était une voix basse, profonde, mais douce. J'ai dit que c'était le livreur de pizza. J'ai juste du mal à trouver ma place. Il m'a expliqué que son allée était facile à manquer et ressemblait à un simple chemin de terre. Il a parlé d'une voix très lente et monotone en décrivant les environs de son allée pour m'aider à la trouver. Et finalement, j'y suis parvenu. J'ai tourné ma voiture sur ce chemin de terre assez étroit. Il était vraiment facile à manquer. Il m'a fallu environ 30 secondes de conduite lente et prudente jusqu'à ce que je voie cette petite maison d'un étage apparaître. Il y avait une faible lueur orange de l'intérieur de la maison que l'on pouvait voir à travers l'une des fenêtres. J'ai garé ma voiture à côté du seul autre véhicule en vue, cette vieille camionnette. J'ai pris les 2 pizzas sur le siège passager et je me suis dirigé vers la porte d'entrée de la maison. J'ai cherché une sonnette, mais je n'en ai pas trouvé, alors j'ai frappé à la porte. J'ai entendu une musique étouffée provenant de l'intérieur de la maison. Puis, j'ai entendu des pas s'approcher de la porte, s'arrêter, puis après environ 10 secondes, la porte s'est ouverte et j'ai vu un quart du visage de quelqu'un. Je pouvais littéralement voir l'un de leurs yeux me regarder. J'ai dit nerveusement, « Eh, vous avez commandé la pizza, n'est-ce pas ?» Le type a dit, « Oh oui, la pizza. » J'ai reconnu la voix de l'appel téléphonique d'avant. La porte. La porte. La porte. Il y a eu une pause bizarre. Je ne savais pas quoi dire à part, « Est-ce que vous avez l'argent ?» Il a dit oui, laissez-moi aller le chercher. Il s'est éloigné de la porte et j'ai entendu ses pas se déplacer dans une autre pièce. Il y avait une musique très ancienne des années 1930, ce qui rendait le décor encore plus effrayant et bizarre, si ce n'était pas déjà assez effrayant. Puis la porte a commencé à s'ouvrir lentement d'elle-même, révélant de plus en plus de cette pièce faiblement éclairée. Tout dans l'intérieur de cet endroit semblait très ancien. Il y avait des feuilles de métal sur le sol, recouvrant probablement des trous dans le sol. Le canapé semblait provenir d'un autre siècle. Bon sang, tous les meubles l'étaient. Et la musique provenait d'un tourne-disque d'aspect vintage, l'un de ceux avec une grosse corne en haut. C'est tout ce que j'ai pu voir au début en jetant un coup d'œil curieux à l'intérieur de l'endroit. Mais ce qui était vraiment dérangeant, c'était l'odeur. Ça sentait la mort là-dedans. J'ai attendu respectueusement que le gars revienne avec l'argent d'où qu'il aille. Quand suffisamment de temps s'est écoulé pour que je sente que cela devienne bizarre, j'ai frappé à la porte ouverte. J'ai jeté un œil à l'intérieur et j'ai dit, « Monsieur ?» La voix de l'homme venait d'une autre pièce, disant, « Oui, cela vous dérangerait d'entrer dans la cuisine, s'il vous plaît ?» Il est toujours déconseillé à mes collègues et à mon patron d'entrer dans la maison de quelqu'un si vous n'y êtes pas obligé. Ce conseil semblait particulièrement pertinent dans cette circonstance. J'ai entendu ce que l'homme a dit, mais j'ai quand même répondu, « Pouvez-vous répéter ?» Il a répété, « Pouvez-vous venir dans la cuisine, s'il vous plaît ?» Je suis rentré à l'intérieur et j'ai vraiment eu l'impression que mes pieds allaient s'écraser sur le sol. L'endroit était si vieux que le sol s'est un peu effondré lorsque j'ai fait le tour. La maison était très linéaire. J'ai regardé vers la droite et j'ai vu l'entrée de la cuisine, d'où venait sa voix. J'ai regardé vers la gauche et il y avait un couloir étroit qui avait un tas de portes sur le côté droit. Au bout du couloir, il y avait ce type qui me tournait le dos, dansant lentement de la manière la plus effrayante imaginable. L'homme se sentait lui-même. Je ne veux pas dire qu'il se sentait en confiance, je veux dire qu'il sentait littéralement son corps alors qu'il se déplaçait de cette manière vraiment déconcertante. Dans n'importe quelle autre circonstance, j'aurais ri, mais j'étais carrément perturbé par le genre de maison dans laquelle je venais d'entrer. Je me suis détourné et j'ai regardé vers la cuisine, tenant toujours ces 2 boîtes à pizza.
J'ai fait quelques pas vers la cuisine, avant même de remarquer la personne qui regardait par-dessus le bord du mur séparant la cuisine du salon. C'était encore le visage de cet homme, toujours à peine visible qu'un quart de son visage, un seul de ses yeux me regardant de manière effrayante. Les seules pensées que j'avais à ce moment-là étaient « C'est quoi ce bordel ? Est-ce que je devrais juste partir ?» J'ai répété ce que j'avais dit à la porte d'entrée il y a quelques instants, en lui demandant à nouveau s'il avait l'argent. L'homme n'a pas répondu. Il s'est mis à rire, ou je ne sais même pas comment je l'appellerais, parce que le rire était si profond, mais il était si subtil et doux. Puis il a appelé Randall d'une voix étonnamment forte, beaucoup plus forte et plus autoritaire que sa voix monotone et douce précédente. J'étais à la limite de ce que je pouvais supporter de bizarre. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers la porte d'entrée, et alors que je jetais un œil dans le couloir alors que j'étais sur le point de sortir, j'ai remarqué que le type qui dansait il y a quelques secondes était maintenant simplement là, me regardant. Je suis sorti par la porte d'entrée et l'ai fermée derrière moi. Je me suis précipité vers la voiture pour une raison quelconque, tenant toujours les pizzas. J'ai jeté les boîtes de pizza sur le siège passager et je suis remonté dans la voiture aussi vite que possible. Alors que je faisais marche arrière pour dégager la camionnette à côté d'elle afin de pouvoir faire un demi-tour, j'ai regardé en arrière vers la maison et la porte était à nouveau complètement ouverte. Mon cœur s'est mis à battre encore plus vite à l'idée que l'un d'eux était à l'extérieur de ma voiture, sur le point d'essayer d'ouvrir l'une des portes. Peut-être qu'il l'était, et je ne le saurais jamais. Mais j'ai réussi à faire descendre ma voiture dans cette allée de terre et à la remettre sur la route. Je devais retourner à la pizzeria. J'ai appelé Frank pour lui dire ce qui s'était passé. Il n'était pas en colère contre moi. Quand je suis revenu à la pizzeria, tout le monde a ri quand je leur ai raconté ce qui s'était passé. Je peux honnêtement comprendre que cela semble être une situation amusante lorsque je l'explique aux autres, mais ce n'était pas drôle sur le moment. Ce qui se passait dans cette maison n'était pas normal, et je ne pense pas qu'ils avaient l'intention d'acheter une pizza. J'ai fait plusieurs rêves où je voyais le visage de cet homme jeter un œil derrière un mur. Après cela, je ne suis plus entré dans les maisons ou les appartements de qui que ce soit pendant les livraisons. J'ai actuellement 20 ans, bien qu'au moment de cette histoire j'en avais 19. Je vis à Newark, dans le Delaware. Une ville généralement petite et calme, du moins jusqu'à ce que la saison universitaire arrive à l'automne et au printemps. Newark abrite l'université du Delaware, une grande école très respectée aux États-Unis. Elle a également la réputation d'être une grande école de fête, donc lorsque les étudiants arrivent, les choses deviennent beaucoup plus animées. Bref, je travaille comme livreur à vélo chez Jimmy Jones, un travail que j'exerce toujours au moment où je raconte cette histoire. Cet événement s'est produit un mardi ou un mercredi soir au printemps. C'était fin avril ou début mai. Je ne me souviens pas exactement. C'était mon quart de travail habituel de 19h à 2h du matin. Le Jimmy Jones où je travaille est ouvert jusqu'à 2h en semaine et 3h le week-end. Cela signifie que nous sommes l'un des rares endroits encore ouverts en ville, à part les bars. Donc beaucoup d'étudiants ivres envahissent l'endroit pour commander. Inutile de dire que c'est assez mouvementé. Les livraisons surgissent aussi comme des fous, ce qui est très ennuyeux, mais cela signifie beaucoup de pourboire. Je l'ai toujours supporté. C'était ma dernière nuit de travail, et juste au moment où 2h du matin était sur le point de sonner, une dernière livraison est arrivée, et j'étais le prochain dans la file pour la prendre. Cela m'a agacé car je voulais juste terminer mon quart et rentrer chez moi pour dormir un peu. J'ai pris mon mal en patience et j'ai accepté la livraison, car je n'avais pas le choix. Je connaissais la rue par cœur et savais immédiatement où aller. Je dois mentionner que la raison pour laquelle nous faisons des livraisons à vélo est que les routes ont tendance à être parfois très fréquentées pendant la saison universitaire. Ainsi, l'utilisation de vélo nous permet parfois de faire des livraisons plus rapidement. J'ai conduit mon vélo aussi vite que possible jusqu'à la maison en moins de 10 minutes. J'ai frappé fort à la porte, mais il n'y a pas eu de réponse. J'ai frappé à nouveau, plus fort cette fois. Toujours rien. Je me suis un peu énervé quand je me suis rappelé que si personne ne venait, je devrais ramener la commande au magasin. Ce qui signifie que cette livraison me ferait sérieusement perdre mon temps. J'ai appelé le numéro sur le reçu, mais personne n'a répondu. Je m'apprêtais à appeler le magasin lorsque je l'ai entendu pour la première fois. Des bruissements venant de quelques buissons juste en face de chez moi. J'ai pensé que c'était probablement le vent, mais j'ai décidé de regarder quand même. Quand je l'ai fait, j'ai senti mon estomac se nouer alors qu'un fort sentiment de terreur m'envahissait. J'ai vu la silhouette sombre d'une personne juste en face de moi dans la cour de quelqu'un, accroupi derrière quelques buissons. Et même si je ne pouvais distinguer aucun trait de visage, je savais que cette personne, même si je pensais que c'était un homme, me regardait droit dans les yeux. Mon cœur battait fort, mais il ne semblait pas avoir remarqué que je l'avais remarqué. J'ai fait semblant de ne pas le remarquer et j'ai frappé à nouveau fort à la porte. Il n'y avait toujours pas de réponse. J'ai commencé à paniquer de plus en plus, me demandant si cela pouvait être un piège ou non.
J'ai jeté un rapide coup d'œil et la personne était toujours accroupie derrière les buissons et me regardait. Je voulais juste foutre le camp de là. J'ai donc décidé de frapper continuellement à la porte aussi fort que possible jusqu'à ce que quelqu'un réponde. J'ai eu l'impression que cela faisait des heures que je frappais, mais finalement quelqu'un est sorti en titubant d'une des pièces et a lentement ouvert la porte en ayant l'air énervé. Quand je lui ai parlé de la commande, il m'a dit qu'il n'avait pas commandé, donc que c'était probablement son colocataire à la place. Malheureusement, la personne qui avait commandé était à l'étage dans sa chambre, ivre morte. Comment a-t-il pu s'évanouir si vite après avoir commandé? Ça me dépasse encore. Le type est monté à l'étage pour essayer de le récupérer. Pas même une minute après qu'il soit monté, j'ai soudainement entendu plus de bruissement et j'ai jeté un rapide coup d'œil en arrière. Quand je l'ai fait, j'ai remarqué que l'homme s'était rapproché un peu, probablement pour avoir une meilleure vue de moi. Je pouvais dire qu'il me surveillait toujours. Ma peur s'est intensifiée. J'ai presque voulu entrer pour m'éloigner de l'homme qui me surveillait. Mais je pensais qu'il volerait mon vélo, ce qui signifierait que je ne pourrais plus faire mon travail. De plus, je ne savais pas si cette personne était armée, et s'il essaierait réellement quelque chose si j'entrais à l'intérieur, ce qui les mettrait tous les deux en danger. Heureusement, il n'était à l'étage que depuis une minute. Il a dit que la porte de son colocataire était verrouillée et qu'il ne répondrait pas à la porte quand il frapperait. À ce moment-là, j'avais vraiment envie de sortir de là, alors je lui ai dit qu'il pouvait signer pour la commande de son colocataire. Il a d'abord hésité car il n'y avait pas de pourboire facturé pour la commande, mais un pourboire était la dernière chose à laquelle je pensais à ce stade. J'ai insisté encore et finalement il a signé pour son colocataire. Je le lui ai tendu et je l'ai rapidement remercié. Lorsqu'il a fermé la porte, je me suis précipité vers mon vélo et j'ai sauté dessus, prêt à me barrer de là. Mais juste au moment où je relevais la béquille, j'ai entendu l'homme surgir soudainement de derrière les buissons. Je me suis rapidement tourné vers ma gauche et j'ai vu que cet homme se précipitait maintenant vers moi. J'ai pu voir qu'il portait ce qui ressemblait à un gant, des bottes et un sweat à capuche noire avec la capuche sur la tête, et ce que je pense être une sorte de masque sur son visage, car je ne pouvais voir que ses yeux. Et même si je ne suis pas sûr à 100%, j'avais l'impression qu'il tenait une lame dans une de ses mains. Je savais que je devais agir vite. Je ne pouvais pas faire demi-tour, car il me rattraperait probablement avant que je puisse m'enfuir. Pour couronner le tout, toutes les rues environnantes menaient à des impasses. Ma seule chance était de me diriger vers une piste cyclable qui se trouvait à proximité. Même si elle n'était pas éclairée et que je n'avais pas de lumière sur mon vélo, je savais que ce serait ma seule chance. J'ai pédalé plus vite que jamais auparavant sur le sentier noir de Jay et je l'ai parcouru, tout en guettant les ombres et en écoutant les pas. Heureusement, le sentier n'était pas long et je le connaissais par cœur. Pourtant, j'étais extrêmement paranoïaque à ce stade, et j'étais surpris chaque fois que j'entendais le moindre bruit. Cependant, je n'ai pas vu l'homme pendant que j'étais sur le sentier, et j'ai réussi à retourner au magasin en toute sécurité. J'hyperventilais comme un fou en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je n'ai rien dit à mon patron ni à mes collègues, et je n'ai pas non plus appelé la police car je n'avais pas pu bien voir l'homme. J'ai simplement pris mes affaires, j'ai pointé et je suis allé à ma voiture, mettant mon vélo dans le coffre. Tellement reconnaissante que j'ai décidé de conduire cette nuit-là. Je suis rentré chez moi en toute sécurité sans que personne ne me suive. C'est tout, je n'ai plus jamais revu cet homme. Je ne sais pas ce qu'il voulait, s'il voulait me voler ou pire. Je n'ai pas travaillé de nuit depuis lors, et maintenant je porte des nunchakus sur moi chaque fois que je fais un travail de nuit. Newark n'est pas connu pour être une ville dangereuse, donc le fait que cela se soit produit ici m'a vraiment montré que tout peut arriver n'importe où, à n'importe qui, à n'importe quel moment, peu importe la sécurité ou le danger. J'étais livreuse pour Uber Eats. J'avais du mal à rembourser mes prêts étudiants, alors je me dépêchais de gagner le plus d'argent possible. Je vivais encore chez mes parents à l'époque. Il était tard dans la nuit. Je récupérais une commande dans un fast-food de Wilmington, en Caroline du Nord, et je la livrais à une maison à environ 20 minutes de là. J'ai souvent fait des livraisons tard le soir et des courses Uber parce que le salaire était plus élevé et que je pouvais faire plus de livraisons et de courses sans embouteillage. Vers l'adresse. Je quittais la zone résidentielle la plus peuplée de Wilmington et me dirigeais vers la partie la plus calme avec toute la forêt et les fermes. La plupart des routes là-bas étaient noires de jets et vides de toute autre voiture à cette heure tardive de la nuit. J'ai quitté la route principale pour une route secondaire avec un panneau indiquant une impasse. C'était la route sur laquelle les instructions m'emmenaient, où se trouvait l'adresse. J'ai été amené à la dernière maison de cette route. Les lumières de presque toutes les petites maisons du tronçon étaient éteintes. Il faisait noir de jets, même la maison où j'étais censé livrer la nourriture. J'ai dû garder les phares de ma voiture allumés juste pour voir, et juste pour ne pas trébucher sur quoi que ce soit. J'utilisais aussi ma lampe de poche sur mon téléphone pour me diriger vers le porche de cette maison. Je ne mens pas quand je dis qu'il n'y avait pas une seule lumière allumée. J'ai même senti l'herbe envahissante frotter mes tibias alors que je marchais vers la porte d'entrée. Ça ne me semblait pas normal.
J'ai appuyé sur le bouton de la sonnette, mais je n'ai pas entendu de sonnerie. J'ai donc frappé à la porte. Le client avait choisi de se faire livrer par contact, ce qui signifie que je devrais lui remettre physiquement la commande. J'ai envoyé un message au client pour lui dire que j'étais à la porte d'entrée et lui ai demandé s'il pouvait confirmer l'adresse. Il l'a lu tout de suite et m'a répondu « Donne-moi une seconde ». J'ai répondu « Ok ». Il l'a lu. J'ai attendu dans le noir, en regardant les fenêtres de la maison, en attendant qu'une lumière s'allume à l'intérieur. Je pensais qu'il n'y avait aucune chance que ce soit la bonne maison. J'ai de nouveau demandé s'il pouvait taper son adresse. Il a commencé à taper. Il a fallu un certain temps avant qu'il n'envoie un message disant « Je te vois, tu es à la bonne maison ». La prochaine chose que j'ai réalisée, c'est qu'il n'y avait aucune voiture nulle part. Cela n'avait aucun sens. J'ai demandé au client de confirmer quel type de voiture il voyait dehors. Il a répondu qu'il voyait ma lumière. Eh bien, cela a confirmé que j'étais à la bonne adresse, mais cela n'a pas rendu la situation moins douteuse. J'ai commencé à m'éloigner de la porte de la maison, simplement parce que je ne voulais pas être au-dessus d'elle lorsqu'ils ouvriraient la porte. Mais la porte ne s'est jamais ouverte, peu importe le nombre de fois que j'ai envoyé des messages aux clients sur l'application Uber Eats. Je commençais à soupçonner qu'il s'agissait d'une sorte d'arnaque pour obtenir de la nourriture gratuite. Puis j'ai entendu une voix venir de l'extérieur dans l'obscurité qui m'entourait. C'était la voix d'un homme, qui m'appelait, par ici. J'ai commencé à agiter ma lampe de poche dans tous les sens, essayant de révéler celui qui venait de dire ça. J'ai dit à voix haute, je laisse la nourriture sur le porche ici. Je ne savais pas à qui je parlais, ni ne pouvais les voir. J'étais terrifié à l'idée d'être attaqué. Alors je suis retourné à ma voiture, sans essayer d'attirer l'attention en courant. Quand je suis arrivé à ma voiture, j'ai entendu ce bruit distinct de fuite d'air que j'ai immédiatement reconnu comme étant le bruit d'une fuite d'air provenant d'un pneu crevé. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu que les deux pneus du côté gauche de la voiture étaient crevés et qu'ils fuyaient. Je ne pouvais que supposer sur le moment que les deux pneus du côté droit avaient également été crevés. Je suis monté dans la voiture et j'ai verrouillé les portes en premier. Les 4 pneus affichaient des avertissements de basse pression sur le tableau de bord. La panique a commencé à s'installer. J'hésitais à appeler la police et à attendre dans la voiture ou à courir dans le noir jusqu'à une maison voisine. J'étais sur le point de choisir la deuxième option. J'ai éteint les phares de ma voiture et j'étais sur le point de sortir de la voiture, mais j'ai remarqué quelqu'un debout devant ma fenêtre. J'ai crié de toutes mes forces, puis j'ai réalisé qu'il y avait au moins 4 personnes debout devant ma voiture, une à chaque fenêtre. Ils portaient tous des masques couvrant leur visage. J'étais encerclé. L'un d'eux m'a crié de sortir de la voiture immédiatement. Je ne savais pas si l'un d'eux avait une arme ou non, et je savais que s'ils en avaient une, le temps que je démarre la voiture et que j'essaie de partir avec 4 pneus crevés, j'aurais déjà été abattu. J'ai crié à travers la fenêtre pour demander s'ils cherchaient juste à me voler, et l'un d'eux a dit que si je leur donnais tout ce qu'ils avaient sur moi, ils me laisseraient partir. J'ai accepté et j'ai déverrouillé la porte. À la seconde où je l'ai fait, le type devant ma porte l'a ouverte et m'a fait sortir de force. À ce moment-là, j'ai été battu et frappé à coups de pied par au moins 3 dégâts. Ils m'ont tout pris. Ma montre connectée, mes chaussures, mon portefeuille, mon téléphone et même quelques objets de la boîte à gants de ma voiture. J'ai été laissé par terre, car le nombre d'hommes présents s'est enfui dans l'obscurité, et j'étais seul. Je me suis évanoui à partir de là, et la prochaine chose dont je me souviens, c'est de m'être réveillé probablement une demi-heure plus tard, toujours allongé sur l'herbe à côté de ma voiture. Ils avaient même volé mes clés. J'ai réussi à me lever et à me diriger vers la source de lumière la plus proche que je pouvais trouver au loin, qui était une petite maison tout en haut de la rue, plus près de la route principale. J'ai sonné à la porte plusieurs fois jusqu'à ce que quelqu'un réponde à travers la porte fermée. J'ai dit que j'avais été blessé et volé et que je devais utiliser un téléphone. Heureusement, la femme était prête à aider et m'a permis d'utiliser un téléphone pour appeler la police, puis d'appeler l'assistance routière pour faire remorquer ma voiture. Enfin, j'ai appelé mon père. Après l'arrivée de la police, j'ai été ramené à ma voiture et ils ont fait une courte enquête et ont pris autant d'informations que possible. Après que ma voiture ait été remorquée, mon père est venu me chercher et m'a ramené à la maison. Nous sommes partis après que ma voiture ait été remorquée. Le dernier emplacement de mon téléphone était en bas de la rue où s'est produit l'incident et il n'avait pas été allumé depuis la nuit précédente. Cela signifie qu'ils ont probablement détruit le téléphone. Le lendemain, j'ai donné encore plus d'informations à certains détectives concernant mon compte Uber Eats. Et ils ont assez rapidement pu remonter jusqu'à un certain Logan, qui, pour faire court, aurait perdu son téléphone et son portefeuille. Et celui qui les a trouvés ou volés était celui qui a appelé le livreur Uber Eats avec l'intention de me voler. En gros, ce que je dis, c'est que celui qui m'a fait ça s'en est tiré. La maison où ils ont installé ça était une maison vacante à vendre. Mes pneus de voiture étaient couverts par l'assurance, mais tout le reste, j'en ai pris les pertes. Et ce fut une leçon douloureuse et coûteuse, mais aussi précieuse pour ne plus jamais être aussi naïf dans une situation comme celle-là. J'ai arrêté les livraisons pendant quelques mois, puis j'ai recommencé à faire des livraisons de jour.